Bon, ben bonjour, on se retrouve à nouveau et on va essayer de commencer ce webinaire. Je vais attendre encore un peu parce que je sais qu'il y a eu différentes heures qui ont été données. Mais alors très rapidement, comment ça va se passer? Donc on est ensemble pendant 45 minutes. 45 minutes, 60 minutes, et vous allez pouvoir poser vos questions en direct sur le chat à droite de votre écran. Et Christelle, qui est cachée à New York comme moi, à distance, hein, bien entendu, prendra vos questions et elle pourra m'interrompre à n'importe quel moment pour m'assurer, pour qu'on s'assure que on prend bien en compte vos questions. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'appelle le Growth Jam. Plus que jamais, on a besoin d'avoir des outils pour prendre des décisions et on espère qu'on va vous donner aujourd'hui ces outils pour prendre des décisions. Voilà. Donc le Growth Jam, qu'est-ce que c'est que le Growth Jam? Alors je vais commencer à le mettre à l'écran. C'est une technique c'est une technique pour faire une réunion qui vous permet de prendre des décisions. Le plus important, c'est d'avancer vite et avant d'avoir raison, dans le contexte qu'on a de disruption qu'on connaît aujourd'hui pour les entreprises, c'est très très difficile de prendre des décisions et le Growth Jam, ça va vraiment vous aider à faire ça. Voilà. Donc, la définition du Growth Jam, c'est une réunion d'1h30 maximum. Et dans cette réunion d'1h30, on essaie de vous proposer de résoudre rapidement des problématiques. Alors on n'appelle pas ça des problématiques, on appelle ça des tensions pour un produit et pour un service. Voilà. Alors, à l'intérieur de ça, on veut que vous appreniez à prioriser. Donc le but de cette réunion, ça sera non seulement de trouver des réponses, enfin des hypothèses, pas des réponses, mais en plus de prioriser ces hypothèses. Et on va faire ça avec une équipe multifonction. Donc votre réunion d'1h30, vous allez essayer de faire venir dans cette réunion d'1h30 les gens qui sont impliqués dans ce produit ou dans ce service, et on va essayer de casser les silos. Donc on va avoir évidemment le marketing, la vente, on va avoir les ressources humaines éventuellement, on va avoir la finance, on va avoir le service après-vente, on va avoir la technologie, bref, les gens nécessaires pour casser les silos. Alors, pourquoi on va faire un Growth Jam? Ça, c'est le point peut-être le plus important. On veut faire un Growth Jam parce que dans l'entreprise, on a des points de tension que l'on veut résoudre rapidement et que l'on veut résoudre en équipe, sans se perdre dans des conjectures sans fin. Voilà. La façon dont on va penser l'entreprise, on va la penser à travers, et nos tensions, on va les penser à travers un cadre qui est l'acquisition, la monétisation et la rétention. Donc pour nous, c'est c'est les trois prismes qui nous permettent de penser les problématiques. Et à travers ces trois prismes, acquisition, monétisation et rétention, on peut aborder n'importe quel sujet. On peut aborder des tensions qui sont plutôt produits, on peut aborder des tensions marketing, on peut aborder des tensions vente, technologie, UX et UI. L'objectif aussi de ces Growth Jam, c'est d'habituer l'équipe à penser ensemble, d'abord, en équipe, rapidement, et de prendre des décisions rapides. Je dirais que c'est les deux critères. On casse les silos et on avance rapidement et on essaye de se détacher de la culture du savoir, de la culture du sachant. On essaye de se dire, très difficile aujourd'hui de connaître les outputs, les résultats de ce qu'on fait, à l'avance évidemment. Donc arrêtons de nous arracher les cheveux en prétendant être capable de prévoir l'avenir, et prenons la décision que la façon juste d'avancer, c'est plutôt une façon, je dirais, plus scientifique, qui est basée sur des hypothèses. Voilà. Alors, quel matériel? Parce que c'est important d'avoir le bon matériel pour ces réunions. Alors le matériel dont on a besoin dans ces réunions, c'est un whiteboard. Okay. On a besoin de post-it de couleurs, des post-it carrés, vous savez, les jolis post-it jaunes, bleus et roses. Donc nous, on aime bien les post-it verts ou bleus et les post-it roses.
On a besoin de ces post-it rectangulaires jaunes. Une fois encore, hein, vous aurez accès à cette présentation et vous aurez le mémo si vous voulez, vous aurez tout le document pour vous, pour mener ces grosses jams vous-même. Ensuite, on utilise des petites étiquettes autocollantes, vous savez, des petits ronds là, rouge et vert dont on a besoin. On a besoin d'un formulaire MVT. MVT, ça veut dire Minimum Viable Test imprimé, parce que vous verrez plus tard pourquoi imprimer. Des marqueurs. On va écrire sur les post-it, des enceintes Bluetooth, du café, beaucoup de café, du thé, de quoi boire, une bonne liste de musique, parce que vous allez voir, on va dans les règles ensuite vous expliquer quelque chose d'assez troublant pour les gens en général. Voilà. Donc ça c'est la liste, une fois encore, vous l'aurez dans le document que je vous fais parvenir. J'essaye d'avancer, on a perdu un peu de temps. Voilà. Alors les règles. Alors les règles, on ne fait pas de grosse jam de plus d'1h30. Si on arrive à le faire plus rapidement, c'est tant mieux. Les gens qui viennent dans ce gross jam, c'est donc des équipes multifonctions. On a besoin d'un modérateur pour conduire la réunion et essentiellement faire respecter les règles. Donc le modérateur, c'est pas un consultant, il n'est pas là pour donner des idées, c'est l'équipe qui va phosphorer pour les idées, il est là pour que les règles soient appliquées. Au départ, on a aussi besoin d'un décideur. Dans une entreprise, il y a souvent quelqu'un qui prend la décision finale, et on veut que ces décideurs soient dans la pièce. Parce qu'on va lui demander de décider à un moment ou à un autre, si jamais le groupe a du mal à prendre une décision. Voilà. Pas d'ordinateur, pas de portable, on est dans la salle de réunion, on n'a pas besoin de ses ordinateurs, on n'a pas besoin de son portable, et ça c'est une règle que je vous conseille de faire respecter au maximum. Vous ne voulez pas de gens qui regardent leur portable, vous ne voulez pas de gens qui regardent leur téléphone, c'est d'abord insupportable, et ensuite ça va empêcher que cette réunion se déroule à la vitesse à laquelle on a besoin que cette réunion se déroule. Il n'y aura pas de discussion libre. Alors ça, c'est le côté très choquant. On va travailler ensemble, seuls. Pas de discussion libre. On a beaucoup, nous, étudié la problématique du brainstorming. Il y a plein de recherches scientifiques qui ont démontré comment le brainstorming est absolument inefficace. Et donc, on va aller à l'encontre du brainstorming. On n'est pas là pour échanger entre nous. On est là pour créer ensemble. Mais seuls. Voilà. Alors, je passe à la slide suivante. J'y vais un peu au pas de course, comme vous voyez. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le déroulé et je vais vous donner tous les éléments pour comprendre comment comment ce gross jam doit se dérouler pendant cette heure et demie où vous serez avec votre équipe. Voilà. Alors je vais peut-être faire le déroulé d'ensemble d'abord. Donc voilà, ça ressemble à ça, hein. Vous vous retrouvez dans une pièce et puis on va jouer avec les post-it. Et vous allez voir, c'est une efficacité redoutable. Alors, j'ai une première question qui vient de m'apparaître, parce que j'ai la chance de voir les questions à droite, là. Est-ce qu'on peut faire un gros jam à distance ? Oui, on peut faire un gros jam à distance puisqu'on est tous confinés. Il y a des outils pour faire ça. Et dans la slide, quand j'enverrai la slide, je vous donnerai un des outils qui permet de faire ces gros jam à distance. Ah, merci pour la question. Alors, comment ça se passe ? Alors d'abord, on rentre. La première chose qu'on fait, c'est d'expliquer en 5 minutes pourquoi on fait cette réunion. Ensuite, on va regarder les points positifs. Qu'est-ce qui nous fait avancer aujourd'hui sur notre produit ou sur notre service ? Puis on va passer aux tensions. On va voter ensuite sur ces tensions. On va reformuler ces tensions. Et puis on va, à partir de ces tensions, commencer à faire de l'idéation ensemble, mais seul, et créer ce qu'on appelle des MVT, des Minimum Viable Tests. Okay. Puis ensuite, une fois que les personnes ont créé ces MVT, ils vont scorer ces MVT. Et vous allez voir, on va rentrer dans le détail là-dessus, mais ce qui est assez aussi étonnant, c'est que c'est celui qui crée son MVT qui score lui-même son MVT, et vous verrez qu'on va vous donner des outils pour faire le scoring, et je vais détailler ça.
Et puis une fois que on a fait ces MVT ensemble, le modérateur va demander le score de chacun et on va exposer, on va commencer à travailler sur le MVT qui a le meilleur score, et on va rentrer dans le détail sur celui-là et sur celui-là seulement dans 7h30. Et puis on vous dira après qu'est-ce qui se passe après, parce qu'évidemment si on a un groupe de 8 personnes qui a travaillé, ben on a 8 MVT, et on vous dira ce qui se passe après avec ces MVT. Voilà. Alors je vois qu'il y a des questions qui se posent à droite. Voilà. Bon, pas de questions pour le moment, donc j'avance. Alors, on commence par l'intro. Donc, le modérateur, c'est l'arbitre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'arbitre du Grosse Jam. Et il va formuler le cadre de l'exercice. Il commence par ça, ça prend 5 minutes. On formule le cadre de l'exercice. On explique les différentes étapes de l'exercice, et surtout, on mentionne les règles, et on s'assure qu'on n'a pas de téléphone, qu'on n'a pas d'ordinateur, et s'il y en a, on fait sortir les téléphones et les ordinateurs de la pièce, mais ça dans un panier à l'entrée de la pièce. Ça, c'est crucial. Je sais que certains se disent mais c'est incroyable, mais oui, il faut être un peu c'est un peu la dictature dans cette réunion, parce que vous voulez passer 1h30 efficace, et à la fin vous voulez autant de MVT qu'il y a de personnes dans la pièce. L'intro 5 minutes, pas plus. Okay. Alors ensuite on passe à l'initiative qui nous font avancer. Il faut toujours démarrer ces réunions sur un point positif. Okay. Donc le modérateur va diviser le whiteboard en 3 leviers, comme on a parlé tout à l'heure: l'acquisition, la monétisation et la rétention. Okay. Et ce qui va se passer, c'est que pendant les premières 4-5 minutes, on va demander aux participants de nous dire, dans le cadre de l'initiative dont on est en train de parler, quelles sont les choses, quelles sont les initiatives que l'on fait qui font avancer l'initiative. Alors, le nom de cet exercice, il y a un nom, il s'appelle le Sailboat Exercise. Il y a aussi vous pourrez peut-être entendre parler aussi du concept du Speedboat Exercise. C'est un exercice qui a été créé dans une des grosses boîtes de consulting dans les années 70, je crois. Je me souviens plus exactement qui a créé cette initiative. Mais c'est l'exercice dont on parle. Donc, qu'est-ce qui met le vent dans les voiles exactement? Donc, on va commencer par le positif, et chaque participant prend des post-it. Alors, nos petits post-it verts, là, ces marqueurs, et par post-it, met une initiative qui met du vent dans les voiles et qui fait avancer l'initiative dont on est en train de parler. Voilà. Donc, chacun écrit ça en silence. Le modérateur va mettre un peu de musique. Vous verrez, je parle de la musique parce que ça paraît un gadget, mais ça ne l'est pas. Quand il y a ces moments de silence qui paraissent un peu bizarres, vous voyez, tout le monde se tait dans la pièce, enfin tout le monde essaye de se taire, au départ c'est très compliqué. Le fait de mettre de la musique crée le silence, enfin si je puis dire, façon de dire. Voilà. Ça permet d'éviter que les gens se mettent à discuter entre eux, parce que c'est vraiment très important d'éviter ça pour faire avancer la réunion le plus vite possible. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, chaque personne va se lever une par une et va aller dans la catégorie dans laquelle il a mis ses points positifs. Il va les mettre dans l'acquisition. Alors qu'est-ce qu'on fait de bien en acquisition aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de bien en monétisation aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on fait de bien en rétention aujourd'hui? Alors, chaque participant n'a pas besoin d'avoir une initiative pour chaque levier. C'est aucun problème là-dessus, et on peut avoir que des idées dans la partie acquisition ou que dans la partie rétention. Donc là-dessus, aucun problème. Okay. Donc on se lève un par un, et en 30 secondes, en une phrase, on explique aux participants de la réunion, on explique ce qu'on a écrit sur le post-it, et on colle ça sur le whiteboard dans la bonne case, si je puis dire. Là encore, pas de discussion, pas de questions, et on écoute tranquillement et on passe à la personne suivante. Voilà, chacun un par un. Voilà, donc ça, c'est le début de l'exercice, ça prend 10 minutes et on avance. Vous voyez là, on a des groupes studieux comme ça, qui écrivent tranquillement sur leur post-it les initiatives qui sont des initiatives qui mettent du vent dans les voiles de notre initiative globale qu'on est en train de discuter. Voilà. Alors,
Comme je l'ai dit, on fait avancer ces initiatives, on ne va pas discuter sur ces initiatives. Et vous vous retrouvez à la fin avec un tableau comme ça, là, que je vous mets à l'écran, j'espère que vous voyez à l'écran, où vous avez l'ensemble des initiatives positives qui ont été collées sur le whiteboard. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la réalité, une fois encore, c'est que vous n'allez pas vraiment utiliser ces post-it bleus ou verts, vous n'allez pas les utiliser, ces initiatives positives, c'est vraiment pour mettre le groupe de bonne humeur. Si on commençait par dire par les tensions, c'est un peu difficile pour l'atmosphère du groupe, ça évite des discussions où les gens se critiquent, etc. Donc on commence par le positif, on se met en pleine forme, voilà, on se motive au lieu de commencer par le négatif. Vous savez, aux États-Unis, on a une technique qui s'appelle la technique du sandwich. On commence, quand on parle à quelqu'un et qu'on doit lui faire un commentaire pas trop sympathique sur son travail, par exemple, eh bien, on fait la technique du sandwich. C'est-à-dire qu'on va lui dire « voilà ce que vous faites de bien », ensuite on lui dit « voilà ça, ce serait pas mal de l'améliorer », et enfin on repart sur un point positif. C'est la technique du sandwich. Alors là, on ne fait pas tout à fait la technique du sandwich, mais on fait le début de la technique du sandwich. Voilà, on commence par le positif, et c'est toujours important de commencer par le positif. Il ne faut jamais imaginer que ces petites techniques psychologiques pour rendre les groupes de travail agréables sont des gadgets. Ce ne sont pas des gadgets, ce sont des techniques qui fonctionnent bien, et je vous invite vraiment à les utiliser rigoureusement. Voilà. Je vois que Limbia aime bien donner du bonheur à tous ceux qu'elle croise sur sa route, et nous aussi on aime bien donner du bonheur à tous ceux qu'on croise sur notre route. C'est du travail, on n'est pas au goulag, c'est pas la torture. Voilà. Donc, on a mis en intro, on a remis dans le contexte pourquoi on était dans cette réunion. 2, on a attaqué cet exercice du sales boat avec les points positifs, et maintenant on va rentrer dans la problématique de qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui. Alors donc là, on va changer de post-it, on va passer sur nos petits post-it roses, et chacun des individus chacun des participants qui sont dans la pièce va commencer à noter les points de blocage qu'on pourrait améliorer, qui pensent qu'ils sont des points de blocage, et parce que l'idée, c'est d'abord d'identifier les points de blocage. Alors, on ne les appelle pas les points de blocage, on les appelle des tensions. Alors, une fois encore, on prend des précautions de langage, parce qu'on n'a pas du tout envie d'appeler ça des points de blocage, on n'a pas du tout envie d'appeler ça des problèmes. On veut montrer la tension, il y a une tension, il y a un côté un peu moins négatif. Alors peut-être, vous me direz, c'est peut-être des précautions de langage inutiles, mais pour nous, elles ne sont pas inutiles. La tension, c'est un côté plus, je dirais, c'est un côté moins négatif, et puis quelque part, ça entraîne la possibilité de résoudre une tension. Voilà. Donc, pendant 7 minutes, les participants vont écrire sur ces petits post-it roses, ils vont écrire, alors à chaque fois, qu'on soit bien clair, c'est un post-it par tension. Okay, on n'écrit pas 10 tensions sur un seul post-it, un post-it par tension, c'est vrai aussi pour les points positifs, et ils vont écrire ces tensions sur ces petits post-it. Voilà, on va vite, on est chronométré, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on a besoin du timer, parce que le modérateur a vraiment besoin de chronométrer l'exercice. Okay, on veut aller vite, on veut penser vite. C'est assez déstabilisant en général, mais c'est pour éviter les blablas sans fin où il ne se passe rien. Okay, donc on avance vite, on se rappelle de la première phrase que j'ai mise à l'écran, c'est plus important d'aller vite que d'avoir raison. Voilà. Alors, une fois que tout le monde a écrit ces petits post-it, tout le monde va coller en même temps, là, pour le coup, pas besoin d'explication, pas de questions, tout le monde va coller en même temps ces post-it sur le tableau, le whiteboard, et dans les bonnes catégories, qui sont donc toujours les mêmes, acquisition, monétisation et rétention. Alors peut-être qu'ici, je peux faire une petite pause pour expliquer ce que peut-être que je suis en train d'utiliser un langage dont personne ne comprend rien,
Qu'est-ce que c'est cette histoire d'acquisition, de monétisation, rétention? Pourquoi on regarde ça tout à travers le prisme de ça? C'est d'abord, c'est un choix, hein, c'est un framework qu'on s'est donné. Nous, à Pentalog, on n'est pas les seuls. Hein, c'est un framework qu'on utilise beaucoup en growth. Donc, l'acquisition, c'est la technique pour générer des nouveaux consommateurs. La monétisation, c'est l'art de faire dépenser plus d'argent à des consommateurs existants. Et la rétention, c'est l'art de conserver ces consommateurs. Voilà. Donc, ça y est, on a écrit nos tensions et ensemble, on va coller ça sur le mur, le whiteboard. Voilà, alors, par exemple, je vous donne quelques exemples de tensions. Nos abonnés ne peuvent pas accéder à leur compte en ligne. Nos utilisateurs réclament une nouvelle fonctionnalité. La campagne Facebook a un faible taux de conversion, etc., etc. Donc, dans les tensions, il n'y a pas de règle de type de tension. Okay. Ça peut être une tension technique, ça peut être une tension UX, ça peut être une tension branding, ça peut être une tension marketing, ça peut être une tension vente, ça peut être une tension customer service. Il n'y a pas de règle sur le type de tension qu'on met. La seule règle, c'est que ces tensions doivent être relatives à une des problématiques acquisition, monétisation, rétention qui normalement couvrent tout le champ des possibles. Voilà. Je vais boire un petit peu là. Commence à m'essouffler. Je regarde s'il y a des petites questions à droite. Voilà. Donc je vois qu'il y a des petites questions sur le nombre d'outils dont on a besoin. Vraiment, les outils que je vous ai mis au départ sont largement suffisants pour mener la session. Voilà. Alors, une fois encore, pendant cette session, on met de la musique de fond. Une fois, j'insiste vraiment sur cette musique parce que quand on commence à faire ce type d'exercice, au départ, on est un peu circonspect sur l'efficacité de cette musique. Alors, on met pas du heavy metal, hein. On met pas du truc dansant. On n'est pas là pour danser sur les tables pendant la réunion. Enfin, en tout cas, pas au début. On dansera peut-être sur la table à la fin de la réunion. Mais en tout cas, on met de la musique type lounge music, truc, voilà, qui permet, non plus, on met pas de la musique trop lente non plus, parce que tout le monde va s'endormir pendant la réunion. Voilà, donc on a fait notre troisième exercice, c'est la troisième étape, 10 minutes, et on a déjà établi quelles étaient les tensions. Voilà, tout le monde a mis ça sans discuter, sans échanger, a mis ça sur le whiteboard. Et là, ce que va faire le modérateur du groupe, il va commencer à réorganiser, toujours en silence, il va commencer à réorganiser les points de tension, parce qu'évidemment, ce qui va se passer, enfin évidemment, souvent il y a des tensions qui sont les mêmes, ou enfin, en tout cas qui sont exprimées de façon différente. Donc il regroupe ces tensions de telle sorte qu'elles soient claires pour tout le monde. Et donc ça prend 3 minutes. Hein. Et ensuite, l'ensemble des participants vont se lever, toujours en silence, avec leur bloc-notes. L'ensemble des participants va se lever, lire ce qui est écrit sur ces post-it, nos petits post-it roses, et toujours pas de questions, on n'est pas là pour poser des questions, pas d'explications, on comprend ce qu'on comprend en avance, et prend des notes sur les tensions que vous pensez sont des tensions vraiment prioritaires. Donc là, hein, on circule autour du whiteboard, tous ensemble, en silence, la musique est toujours dans le fond, et vous prenez vos petites notes sur les tensions qui vous semblent, vous, les plus prioritaires. Alors ça, on fait ça pendant 3 minutes, et puis après ça, ce qui se passe, c'est qu'on va voter. Et le vote, donc chaque personne reçoit 3 petites pastilles vertes, rouges, pardon, dans ce cas-là, des petites pastilles rouges, et l'ensemble des participants vont se lever en même temps et aller coller ces pastilles sur les tensions qui leur semblent les plus importantes, les tensions prioritaires. Alors, il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle sur le nombre de petites pastilles de couleur, donc vous en avez 3, ça c'est la règle, mais en revanche, vous pouvez aussi bien mettre ces 3 pastilles sur 3 tensions, comme vous pouvez mettre ces petites vignettes sur 2 tensions ou sur une seule tension. C'est vous qui choisissez. Si vous pensez qu'il y a vraiment une tension, qui est vraiment la tension prioritaire de prioritaire, ben vous mettez ces 3 pastilles sur cette tension. Ou si vous préférez mettre des pastilles sur l'ensemble, sur 3 différentes tensions, sur 2 différentes tensions.
Voilà, donc ça ressemble à ça. Alors mais ces petites pastilles, chacun des participants, toujours pas d'échange, toujours la musique dans le background. Et vous voyez là comment les participants font ça. Toujours dans nos catégories, monétisation, rétention. Alors, on ne touche pas, on ne parle que des tensions. Donc là, ce qui nous intéresse, les post-it verts, ils sont là. Hein, ça a été qu'est-ce qui pousse dans les voiles, qu'est-ce qui fait souffler le vent dans les voiles. Mais là, on va voter uniquement sur les tensions et pas sur les points positifs. Alors, je suis en train de regarder s'il y a des questions en même temps, et je ne vois pas de questions. J'espère que c'est parce que c'est d'une clarté absolue. Voilà, donc on a fini cette étape, et ce qui va se passer, on va rentrer, le modérateur va éliminer petit à petit les post-it, histoire qu'on y voit un peu plus clair, et sur une autre partie, ou alors il va bouger sur une autre partie du tableau, mais toujours en gardant les catégories monétisation, acquisition, rétention. Il va prendre des post-it qui ont reçu le plus de votes, et on va évidemment éliminer tout de suite les post-it qui n'ont pas reçu de vote, et on va aussi éliminer éventuellement les post-it qui n'ont reçu qu'un seul vote, pour se concentrer sur ceux qui ont reçu plusieurs votes. Alors, oui, je vois qu'il y a une question d'Aline. Oui, on va faire un choix, c'est le moment où on fait un choix. Hein, on va faire un choix. Et le modérateur, alors vous notez que le modérateur ne fait aucun choix. Okay. Alors si c'est un consultant extérieur, c'est vraiment important. C'est vraiment la philosophie qu'on a, nous, quand on fait ça à Pentalogue, c'est que nous, on n'est pas là pour vous expliquer ce qu'il faut faire. On ne croit pas du tout à cette façon de faire du conseil aux entreprises. On n'est pas là, on n'a pas le savoir, on n'est pas les sachants, on n'est pas les gourous, on ne croit pas du tout à ça. Nous, on croit plutôt à apporter des outils, des frameworks pour aider les entreprises à prendre des décisions, à agir. On n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, parce que d'abord, on ne le sait pas, et je dirais, tous ceux qui prétendent le savoir, vous devriez, je pense, vous en méfier un peu. Voilà. Donc oui, on va prendre des décisions, et le modérateur va donc garder ceux qui ont reçu le plus de votes, et c'est là où le décideur va intervenir si on a plus de 3 tensions. On ne veut pas avoir plus de 3 tensions. On ne va travailler là que sur 3 tensions. Donc si on a plus de 3 tensions, c'est là où le décideur intervient. Alors le décideur, il a ses petites pastilles vertes, et il en a 3, et il va se lever, le décideur, et il va décider sur quelle tension on va agir. Je dirais que c'est le seul moment un peu antidémocratique qu'on va utiliser, c'est quand le décideur décide de sur quelle tension on va travailler. Voilà, donc il met ses petites pastilles vertes, et on va donc attaquer maintenant la 5e étape, qui va prendre 5 minutes, qui est la reformulation des tensions sélectionnées. Alors, je fais une petite pause au cas où vous ayez des questions. Voilà, toujours pas de questions. En tout cas, je suis content que le live continue proprement. Pas du tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc le modérateur, son rôle, ça va être de créer, à partir de ces tensions, de traduire ces tensions en questions. Pourquoi en questions ? Parce que c'est toujours plus facile de résoudre, d'avoir des idées derrière quand on a une question, quand on a à répondre à une question. Alors la technique, ça s'appelle en anglais de How might we solve something, et on l'a traduit en français, qui est comment puis-je résoudre quelque chose, comment puis-je améliorer par exemple le taux de conversion sur les publicités que je fais sur Facebook, comment puis-je améliorer par exemple comment puis-je réduire le taux d'abandon du panier de mon store, de ma boutique. Voilà. Donc le rôle ici du modérateur, c'est vraiment de reformuler les 3 tensions qui auraient été sélectionnées en questions, ce qu'on appelle les CPJ. Comment puis-je, et on continue derrière la phrase pour poser la question. Comment puis-je améliorer ? Comment puis-je développer ? Comment puis-je ? Et une fois encore, ces tensions, il n'y a aucune obligation que ces tensions soient dans les 3 catégories. On peut se retrouver à la fin, le groupe a décidé que la priorité, c'était 3 tensions en rétention, ou que la priorité, c'était 2 tensions en rétention, 1 tension en monétisation, ou que la priorité, c'était 2 tensions en acquisition. Donc on ne se focalise pas, c'est pas grave si à la fin, on n'a pas une tension dans chaque catégorie. De toute façon, les post-it qu'on a créés ne sont pas perdus, et on pourra revenir dessus par soi-même
ou à nouveau dans un growth jam plus tard, un mois plus tard, 2 mois plus tard. On vous conseille vraiment de faire ces growth jams de façon régulière. Voilà. Alors régulière, ça veut dire quoi? Peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Alors, on a nos 3 questions et le rôle du modérateur, ça va être, alors là vous voyez en anglais, ça va être de distribuer ces tensions au groupe. Donc, par exemple, si on a un groupe de 6, on a 3 tensions, mais on va donner la même tension à 2 personnes. Une fois encore, ils ne vont pas travailler en groupe, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'on va désigner une tension pour chaque participant dans la pièce. Une fois encore, pas question de travailler ensemble, pas question d'échanger, on travaille ensemble, seul. J'adore quand on le dit en anglais, it's together, alone. Voilà. Ça sounds good, right? Bon. Alors, on est à la phase 5, et il y a encore 4 phases avant qu'on ait fini cet exercice, et on va rentrer dans une phase de 15 minutes, et qui est peut-être la phase, au départ, en tout cas, la première fois qu'on le fait, pour le modérateur, la plus compliquée à faire. Maintenant qu'on a ces tensions, il faut les traduire en idées, et nous, on appelle ces idées, hein, vous avez compris au départ qu'on n'est pas très fervent du mot idée, on est beaucoup plus dans le concept des hypothèses, et on a un outil pour vous aider à capturer ces hypothèses. Et cet outil s'appelle le MVT, Minimum Viable Test. On n'a pas changé le nom en français, on a gardé le nom en anglais. Alors, ce MVT, il comprend, le groupe a 6 minutes. Alors, et vous aurez le lien dans le document PDF si vous le souhaitez, vous pourrez télécharger un MVT et l'imprimer. Donc ces MVT, on les imprime sur du papier, hein, en tout cas le formulaire d'MVT, pardon, on l'imprime sur du papier, et on va utiliser ce formulaire pour écrire ces MVT, pour écrire ces idées qu'on appelle donc MVT. Et donc c'est un formulaire, et c'est très organisé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce MVT? Alors, dans ce MVT, on va trouver, on va d'abord exprimer qui est l'auteur du MVT, donc vous mettez votre nom. Ensuite, on va exprimer, alors j'essaie de réduire ma fenêtre pour voir un peu mieux ce que j'ai écrit ici, ce sera un peu pratique. On va exprimer, on va donner un titre à cet MVT. Titre court, hein, pas la peine de faire un roman, et puis on va capturer le MVT. Et il faut avoir en tête, quand on écrit ce MVT, qu'un product owner ou qu'un project manager, si vous n'avez pas de product owner, doit comprendre votre MVT sans vous parler. Il doit être capable de prendre votre MVT et de le traduire en langage agile en user stories. Alors, bien entendu, ce n'est pas interdit de vous parler, mais c'est vraiment très très important que ces MVT soient écrits avec précision et de façon courte. On n'est pas là pour faire des romans non plus dans ces MVT. Donc on a mis le nom de l'auteur, votre nom, vous avez mis le titre de votre MVT, et vous allez commencer à le décrire. Alors, le début de la description, c'est le qui. Qui est la cible de votre MVT? Qui essayez-vous de toucher avec ce MVT? Quoi? Alors la cible, c'est une phrase. Alors si vous avez créé si vous avez des personas, utilisez vos personas. Mieux que les personas, c'est les ICP, Ideal Customer Profile. Pourquoi les ICP, c'est mieux que les personas? Parce que le persona est une fiction, alors qu'un ICP, c'est le résultat d'une analyse de votre CRM. Okay? Vous analysez dans votre CRM les profils de vos acheteurs et de vos clients, et vous produisez un ICP. Alors nous, on ne travaille pas avec des personas, on travaille uniquement avec des ICP. On travaille avec des personas seulement quand on crée un produit from scratch, comme on dit, hein, de zéro, et qu'on n'a pas évidemment de customer, et encore moins de customer dans un CRM. Okay. Donc, on explique rapidement le quoi, qu'est-ce qui va être déployé. Une phrase, hein, on va déployer une campagne sur Facebook. Très bien. Ou, alors c'est la channel, alors là je viens de dire, hein, Facebook. Pourquoi on fait ça? Alors là, on peut être un tout petit peu plus détaillé, mais là, on doit rentrer dans les hypothèses. Alors en admettant que votre idée, c'est vraiment de déployer une campagne sur Facebook, vous voulez expliquer quelle est l'hypothèse de cette campagne. Et par exemple, vous voulez dire qu'on va faire cette campagne pour améliorer le taux d'acquisition via des campagnes
PPC de 3%, de 4%. Il faut commencer à vous engager sur le résultat. C'est pas, on va pas seulement dire on va améliorer la campagne, juste améliorer la campagne, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire d'améliorer la campagne. N'ayez pas peur de mettre des objectifs chiffrés. Non seulement n'ayez pas peur, il faut des objectifs chiffrés. Le product owner, le project manager derrière devrait refuser tout MVT dans lequel il n'y a pas d'hypothèse chiffrée qu'on peut mesurer. Une hypothèse qu'on ne peut pas mesurer est une mauvaise hypothèse. Il faut soit l'abandonner, soit trouver un moyen de la réécrire. Alors, ensuite, une fois qu'on a formulé l'hypothèse, certains d'entre vous sont familiers avec ce qu'on appelle les OKR, Objective Key Result, et cette hypothèse, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment le haut du OKR. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Comment? Là, rapidement, vous expliquer rapidement comment vous allez faire ça. Et là, l'idée, c'est de décrire un peu de qui vous avez besoin, et vous allez voir après, vous allez avoir... C'est très important de réfléchir à qui vous avez besoin et d'essayer de n'oublier personne. Par exemple, vous pouvez faire cette campagne Facebook, et l'idée, c'est de se dire, bon alors ok, alors je vais avoir besoin d'un copy éditeur qui va écrire la copie, je vais avoir besoin d'un designer éventuellement qui va faire le GIF, ou qui va trouver la photo, qui va faire le montage nécessaire, ou éventuellement je vais avoir besoin d'une petite vidéo. Je vais ensuite avoir besoin de discuter la campagne avec nos spécialistes de PPC Campaign. Voilà. Donc n'oubliez personne, et c'est là où dans le comment vous décrivez en gros, entre guillemets, l'infrastructure, les assets dont vous avez besoin. Une fois encore, bullet point, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut, c'est n'oublier personne. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très très important de faire ça. Et enfin, on a les keywords. Okay, donc dans OKRs, il y a les objectifs, c'est le pourquoi, c'est vos hypothèses, et on a les keywords. Et les keywords, c'est key result. Et ce qu'on veut, c'est absolument avoir des key results. Une fois encore, c'est plus important de vous donner des objectifs chiffrés et de vous dire « Ah, j'ai eu un objectif de 5% et je suis à 2%, donc j'ai échoué à 3%, que d'avoir dit « Oh, on va augmenter ». Ok, puis vous augmentez de 2%. Alors c'est bien, c'est pas bien par rapport à vos objectifs, vous n'avez aucune idée. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que vous ayez des points de repère. Au début, vous allez peut-être vous tromper, pas peut-être, on se trompe tout le temps. Vous allez vous tromper, et puis petit à petit, à force que vous ayez la gymnastique intellectuelle de faire ces MVT, l'habitude de faire ces calculs de mesure, n'hésitez pas, quand vous allez faire les MVT seul, parce que faire des MVT, on ne fait pas des MVT, pour être clair, que dans le Growth Jam. Le Growth Jam, c'est une façon de faire des MVT en groupe, et puis après, on va vous conseiller de faire vous-même vos MVT seuls, et de les pousser dans le backlog de MVT de l'entreprise. Okay. Donc, vous les chiffrez, des MVT qui n'ont pas d'OKR sont des MVT que personne ne devrait perdre une minute à considérer. Si vous n'êtes pas capable de mesurer l'impact de ce que vous faites, que ce soit pour du développement informatique, que ce soit pour du marketing, que ce soit... J'ai souvent les gens qui me disent « tout n'est pas mesurable ». Si, en business, tout est mesurable. Et si vous avez du mal à le mesurer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, qui ne va pas quelque part. C'est vraiment important que vous fassiez l'effort de mesurer votre initiative. Et vous allez voir, quand on parle de mesure, on va continuer. Okay. Alors, on a fait nos keywords, et alors maintenant on va passer, si mon écran veut bien changer, on va passer à autre chose. Alors, ça y est, suis-je encore frisé? Non, c'est bon. On va passer au scoring. Alors, chose étonnante, je vais revoir un petit peu. On ne fait pas de scoring collectif. C'est pas un concours d'opinion collectif. La personne qui fait son MVT est responsable de faire des MVT. On ne fait pas des MVT pour le plaisir de faire des MVT. On fait des MVT parce qu'on a identifié une tension et qu'on a vraiment l'intention d'aider à la résolution de cette tension en émettant des hypothèses à travers ce système de framework qui est le MVT. Okay, donc on ne fait pas des MVT à la légère, autrement on s'engage. Si on a une idée, on s'engage. L'idée est vraiment de capturer ça de façon formelle pour éviter qu'on fasse ça à la légère, tout simplement. Et pour éviter encore plus qu'on fasse ça à la légère, on a un système de scoring, et donc chaque personne qui fait son propre MVT va scorer, va donner un score lui-même à son MVT. Et donc là, on a 5 critères, dollars, impact,
confidence, ease et time to money. Et puis je vais vous amener dans le détail de chacun de ces critères, évidemment. Je suis en train de fermer un peu des fenêtres, j'ai des fenêtres qui apparaissent dans tous les sens et j'ai un peu de mal à lire ce que je vous mets à l'écran. Voilà. Le problème quand on est confiné chez soi, c'est que on n'a pas 40 screens. J'ai l'habitude d'avoir 2 screens, 2 écrans chez moi, au bureau, pardon. Et là, évidemment, tout ça s'est passé un peu vite. On est parti en confinement le 7 mars. Ça a été un peu précipité à New York. Voilà. Alors, dollar. C'est le premier scoring. Donc, on va tout scorer de 1 à 10. 1 étant le pire, 10 étant le mieux. Alors, dollar. Quel est le revenu qu'on imagine qui va être généré par ce MVT qu'on met en place? Alors, si on se dit, ça va générer aucun revenu, eh bien, on met 1, parce que ça va générer aucun revenu. Et on n'est pas... il n'y a pas de honte à avoir des idées MVT qui, a priori, ne vont pas générer, n'ont pas un direct impact sur le revenu. Alors, ce qu'on conseille, c'est de définir 10 dans le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire dans le dollar? Qu'est-ce que ça veut dire faire un super score? Alors, nous, on a l'habitude de dire, un super score, c'est le revenu moyen d'un client. Si vous avez un revenu moyen par client de, par exemple, 10 000 euros, eh bien, ça sera votre 10. Donc, ça veut dire que le 1 sera 1 000 euros, que le 2 sera 2 000 euros, que le 3 sera 3 000 euros. Vous m'avez compris, vous comptez aussi bien. Donc, au départ, très important de décider qu'est-ce que c'est qu'un 10 quand on parle de dollars, de revenu. Alors, 2, c'est l'impact. Alors souvent, il y a un peu de mal à faire une différence entre l'impact et la confidence, donc toujours un score 1 sur 10. L'impact, c'est que vous êtes vraiment en train de juger la tactique que vous allez mettre en place pour essayer d'obtenir, de réussir dans les QR et dans l'hypothèse que vous avez mis en place plus haut. Okay, donc, est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez que cette technique est la bonne tactique? Que cette tactique, est la bonne tactique. Okay. Donc, vous jugez la tactique. Vous ne jugez pas votre conviction, vous jugez la tactique par expérience. Par exemple, si c'est une tactique marketing et vous vous dites, ah oui, quand on fait du email marketing, en termes d'acquisition, ça marche mieux que quand on fait des campagnes Facebook. Et donc, si vous avez choisi ici de faire une campagne d'email marketing, vous allez penser que l'impact est plus certain que si tout d'un coup vous aviez essayé de résoudre cette tension avec une campagne Facebook, par exemple. Alors la confidence, c'est vraiment la confiance que vous avez, vous, dans le succès de votre MVT. En gros, vous mettez la tête sur la table, vous vous engagez, vous dites, moi, j'ai confiance, très confiance, pas si confiance que ça. Et alors souvent on me dit, oui, mais alors les gens avec des gros égos, alors, ils vont se mettre 10 à tous les coups. Alors, ils se mettent peut-être... Alors d'abord, pour être clair, c'est vrai, ça arrive, mais ça arrive rarement. Les gens avec des gros égos, et puis ensuite, quand on fait l'exercice de façon répétée et qu'ils se rendent compte qu'ils ont complètement surestimé leur score, je vous assure que les gens avec les gros égos, petit à petit, comme tout ça est extrêmement transparent, qu'il y a des traces, les gens avec des gros égos commencent à être beaucoup plus prudents. Mais je vais vous dire, dans 98% des cas, parce que ne parlons pas des exceptions, même si c'est souvent l'exception qui remonte, les gens avec, dans 90% des gens, les gens sous-évaluent plus qu'ils surévaluent leur degré de confiance. Alors, ensuite, on a l'ease, donc la facilité de faire les choses. Alors là, la facilité de faire les choses, en réalité, c'est la moyenne de 3 scores. Okay, donc on est toujours de 1 à 10. Et nous, la façon dont on vous aide à imaginer ce score de ease, c'est en prenant 3 critères à l'intérieur de ce score de ease, 3 critères qu'on va aussi juger de 1 à 10. Alors, premier critère, est-ce que c'est cher à déployer ou pas cher à déployer? 1 à 10. A-t-on les ressources disponibles pour ça, les ressources à l'interne, ou a-t-on des ressources identifiées à l'externe pour pouvoir exécuter notre MVT? Alors évidemment, si on a identifié les ressources, si on a les ressources à l'interne, les ressources à l'interne, c'est un 10. Si on a tout ce qu'il faut, que ces ressources sont disponibles, c'est un 10. Si on a les ressources, mais qu'on a du mal à les mobiliser, ces ressources, ça ne sera pas un 10, ça sera plutôt un 5. Si on a, même chose pour, si éventuellement ce sont des freelances, comme on parlait de freelance plus tôt, même chose, voilà. Et enfin, le troisième critère, à quelle vitesse
on va récupérer des données sur cette expérience. Alors si, comme nous on fonctionne en sprint, et on vous conseille de fonctionner en sprint évidemment, on est une entreprise agile, si vous avez un retour d'expérience dès le deuxième sprint, c'est-à-dire vous déployez et puis immédiatement vous commencez à avoir des datas, hein, ça va être le cas par exemple d'une campagne email, ça va être le cas d'une campagne Facebook, mais ça peut être le cas aussi d'une fonctionnalité sur une de vos applications, par exemple si vous modifiez le panier pour acheter quelque chose dans votre boutique, et vous allez savoir tout de suite si vous avez réussi à réduire le taux d'abandon dans votre panier. Donc là, vous allez avoir un 10 si vous commencez à avoir des résultats dans 3 mois, dans 6 mois, là, vous allez avoir un 1 plutôt. D'accord? Donc, c'est à vous de voir à quelle vitesse, de juger à quelle vitesse, mais en général, nous, on dit, si vous avez des résultats immédiats au sprint prochain, c'est un 10. Si vous avez des résultats dans 3 sprints, c'est plutôt un 5. Et si vous passez des résultats au-delà de 6 sprints, c'est plutôt un 1. Voilà. Ça vous donne une idée à peu près de comment on pense à ça. Et puis le dernier point, c'est le time to money. Et le time to money, c'est à quelle vitesse vous allez générer du revenu. Alors comment ça aussi, ça se calcule? Nous, on considère de dire, si en moyenne, vous générez du revenu en l'espace de 3 mois sur un client, et ça c'est 10. Donc si vous espérez que cette initiative génère du revenu en 3 mois, alors que la moyenne, c'est 5, vous mettez 5. Et puis si vous faites mieux que 3 mois, vous allez plutôt vers le 10. Et si vous faites moins bien de 3 mois, vous allez plutôt petit à petit vers le 1. Voilà, j'espère que c'est clair, je répète encore. Si en moyenne, vous générez, je suis en train de taper sur le micro, si en moyenne vous générez des revenus en 3 mois, ça sera votre moyenne, donc ça sera un 5. Tout ce qui est plus rapide pour générer du revenu, on ira plutôt vers le 10. Et tout ce qui est moins rapide, on ira plutôt vers petit à petit vers le 1, dépendant de la vitesse à laquelle vous avancez. Voilà, j'espère que je suis clair. Je jette un petit coup d'œil sur les questions à droite. Voilà, je vois qu'est-ce qui est écrit à droite. Merci Sébastien pour préciser ce que je dis. Voilà, et on va passer donc à la 7e étape. On va y arriver, j'espère. On va passer à la 7e étape. Vous voyez, on est dans une atmosphère très studieuse. Et donc, comme je l'ai dit, le modérateur distribue les tensions. Chacun écrit tranquillement en silence. Chaque participant décrit une idée de MBT en utilisant le formulaire papier. On a la musique dans le background, et puis vous allez scorer vos MVT à la fin. Donc en gros, on vous donne 5 à 6 minutes pour écrire un MVT. Il y a un seul MVT à écrire. Si on a 8 participants avec le modérateur, c'est-à-dire 7 participants, donc on aura 7 MVT à la fin. C'est vraiment important. 7 idées pour résoudre des problèmes dans l'entreprise, concrètement, après 1h30 de travail, c'est super. Il faut être satisfait de ça. Cette idée, c'est super. Et toujours en silence, vous allez scorer votre idée. Alors, ce qui va se passer, donc ça y est, l'exercice sera fini. Et ce qui va se passer, on va passer donc à la 8e étape. On a presque fini, il n'y en a plus qu'une. On va passer à l'étape de l'expression des scores des MBT. Alors, chaque participant calcule la moyenne des 5 notes qu'il a mis, et puis va donner cette moyenne oralement, un par un. Donc le modérateur interroge chaque participant un par un, et chaque participant donne son score. Okay. Et le modérateur va sélectionner le MVT avec le meilleur score. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ce système de scoring, il est là pour vous aider à prioriser le backlog. Et oui, c'est sur l'opinion de celui qui écrit son MVT. Très bien. Ça pourrait être sur l'opinion du chef. Ben non, nous on considère dans les organisations, en particulier dans les organisations agiles, que le concept de chef est dépassé et qu'on est plutôt sur un concept d'un groupe où chaque personne contribue de façon égale à faire avancer le bateau, et donc on n'a pas de concept de hiérarchisation à part ce système de scoring. Voilà. Et je vous assure, ça fonctionne. Voilà. Donc, une fois encore, vous exprimez le score, le modérateur choisit le MVT avec le meilleur score.
Et là, on passe à la dernière étape, et c'est la présentation du MVP et le commentaire. Donc, le MVP qui a été retenu par le modérateur, parce qu'il a le meilleur score, on va vous demander, dans le premier temps, le modérateur va demander au participant qui a écrit ce MVP de le lire, ce MVP. Alors, c'est important, c'est de la lecture du MVP. Okay, donc, ça veut dire qu'on ne demande pas aux gens de faire autre chose que de lire ce qu'ils ont écrit. C'est vraiment important parce que je vous rappelle que l'idée, c'est que ce MVP va être donné au PO et que le PO doit pouvoir, en lisant, comprendre ce que vous avez voulu exprimer et la façon dont vous voulez capturer. Donc, c'est vraiment important que le modérateur maintienne le concept de on lit ce que vous avez écrit sur le papier et vous ne rajoutez pas des phrases de précision. Vous ne lisez que ce qui est écrit. Donc, la première chose que fait le participant, il lit tranquillement son MVP et on s'arrête là, pas la peine de parler de scoring, et le modérateur pose une question simple aux participants, un par un, toujours, un par un, est-ce que vous avez compris le MVP ou pas? Et là, les participants ont le choix de répondre entre trois choses, oui, j'ai compris, non, j'ai pas compris, j'ai moyennement compris. Voilà. Okay. Pas la peine de partir dans des discussions sans fin, c'est où vous comprenez pas, ou vous comprenez un peu ce qui a été dit. Et là, on repart dans l'explication du MVP, mais maintenant on va marquer des pauses, et le modérateur va s'exprimer sur la façon dont le MVP a été capturé, pour aider à préciser le MVP qui a été capturé, pour le rendre plus clair, pour le rendre plus prêt à passer entre les mains d'un product owner. Et en même temps, si vous voulez, l'aspect pédagogique de faire ça, ça permet aux autres, en écoutant les commentaires du modérateur, de voir en quoi eux n'ont pas été assez précis, ou n'ont pas été assez clairs, ou ont oublié des détails sur des points de MVP qu'eux-mêmes ont écrits. Voilà, donc c'est vraiment le principe de l'exercice. Le groupe ne commente pas. Le groupe ne pose pas de questions. Tout ça se fait toujours en silence. Pourquoi? Parce qu'on veut avancer vite. On a 15 minutes, on n'a pas le temps de rentrer dans la discussion sans fin. Okay, et donc, on va se retrouver à la fin avec un MVP qui aura été vraiment précisé. Voilà, l'heure et demie vient de passer donc, et vous avez maintenant un MVP qui a été complètement calé, et puis vous avez 7, 6, 8 MVP. On vous conseille vraiment de ne pas dépasser des groupes de 8 personnes, 9 avec le modérateur, c'est trop, et c'est pas efficace. Voilà, donc on pense que nous, le chiffre optimal pour faire ces exercices, c'est 8 personnes maximum plus le modérateur, 7 personnes maximum plus le modérateur. Alors vous allez me dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a quand même 7 MVP qui ont été écrits. Vous voyez, quand on les fait, réflexion intense. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que chaque participant va revoir son MVP et il a 24 heures pour revoir son MVP qu'il a créé dans le jam. Il ne faut pas excéder 24 heures parce que sinon après les gens oublient, etc. Ces MVP sont ensuite rentrés dans l'outil de backlog de project management de l'entreprise. Okay. On n'oublie pas le scoring, évidemment. Donc, vous poussez vos MVP. Nous, ce qu'on fait, c'est on les met tout simplement dans une Google Spreadsheet. Dans une spreadsheet, c'est Google ou autre, c'est pas important. Et cette spreadsheet est managée par le PO et il voit tous ces MVP qui ont été poussés. Alors, je vous rappelle à ce moment-là que le Growth Jam n'est pas l'unique moment dans la vie de chacun des membres de l'équipe pour faire des MVP. C'est un moment, le Growth Jam, pour les faire ensemble, mais le PO doit, lors des réunions de planning, inviter les équipes à faire spontanément des MVP dès qu'ils voient une tension. Okay. L'idée, c'est que chacun puisse proposer des MVP quand il en a envie et pas forcément sur quelque chose qui est son métier. Par exemple, un développeur peut pousser une idée de MVP en marketing, peut pousser une idée de MVP en UX, un UX peut pousser une idée de MVP en produit, un produit peut pousser une idée de MVP en sales, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment la force de l'intelligence collective qu'on essaye d'utiliser ici. Donc les MVP sont ensuite poussés dans le backlog de l'entreprise, assignés au PO ou au PM si vous n'en avez pas. Donc PO c'est Product Owner une fois encore,
et au Project Manager si c'est ce que vous avez dans l'entreprise, mais en agile, le Project Manager n'existe pas. Donc nous, on parle de PO et pas d'autre chose. Voilà. Et puis le PO, à partir de ça, il va commencer à créer des tickets qui correspondent au MVT avec le meilleur score. Puis, je vous fais ça rapidement, vous avez le droit d'organiser ça un tout petit peu différemment. Puis ces MVT qui ont eu des meilleurs scores, ces user stories qui ont été créés, ces tickets, sont ainsi soumis au grooming. Donc dans le grooming, c'est la séance dans laquelle on va commencer à décider ce qu'on pousse dans le backlog, en théorie. Et puis ensuite, dans le sprint planning, les membres du sprint décideront de quels sont les tickets, et donc quels sont les éléments soit du MVT, soit du MVT total, ou une partie du MVT, qui seront exécutés dans votre sprint. Voilà, donc j'ai fini. Malheureusement, j'ai un problème de connexion avec Christelle, et donc je ne vais pas pouvoir prendre de questions. Une fois encore, je vous remercie d'avoir assisté à ce premier webinaire qui a été, dans le début, a été un peu chaotique, enfin un peu, c'est facile de, c'est sous-estimé. J'espère en tout cas que vous allez commencer à utiliser cette technique de Growth Jam. Une fois encore, on vous donnera accès à la présentation que je vous ai donnée, et n'hésitez pas à utiliser cette présentation pour vous, et n'hésitez pas à faire vos Growth Jam. Moi, je vous invite vraiment à le faire. La discipline que l'on propose dans le Growth Jam est clé. C'est clé. Sans discipline, c'est impossible d'avancer c'est impossible d'avancer et de générer des idées. Voilà. Donc, c'est un début, ce Growth Jam, c'est un début du concept de ce qu'on appelle le Growth Sprint, que nous recommandons. Donc, pas de Scrum ou pas d'Agile, on parle de Growth Sprint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Growth Sprint? Et je vous dis ça en 2 mots et on conclura là-dessus. L'idée du Growth Sprint, par rapport à un sprint classique, c'est d'avoir un seul backlog, où l'ensemble des unités business impliquées dans la réalisation du produit et du service poussent leurs user stories. Okay. Et la deuxième, donc un backlog unique. On évite les silos, et d'une façon, le backlog unique oblige quelque part les équipes à travailler ensemble. On ne veut pas que, combien de fois ça nous arrive de se retrouver avec les équipes de UX design qui ont déjà créé du UX et du design, et puis tout d'un coup, quand on arrive, ils ont créé ça en waterfall, et quand on arrive au sprint 6, et qu'on commence à dire, le design, on le met à la poubelle et on recommence, parce que l'idée a complètement évolué par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Donc on veut éviter ce genre de pertes, et on veut faire avancer tout le monde dans le sprint. Okay, donc, backlog unique pour l'ensemble des gens qui sont impliqués dans la création du produit et du service. Et la deuxième idée du Growth Sprint, c'est qu'on ait des tests, que vous vous assuriez de sans arrêt mettre des MVT à l'intérieur de votre sprint. Et on dit en gros, c'est un rythme, on pense que c'est pas mal, c'est d'arriver au moins à 3 MVT par sprint. Alors évidemment, on sait très bien que vous n'allez pas y arriver du premier coup. Donc non plus, c'est prendre du temps pour mettre en place des choses comme ça. Voilà, donc le conseil aussi, c'est évidemment de ne pas transformer en task quelque chose qui n'aura pas été testé avant. Et déjà, c'est pas possible pour tout, évidemment, parce qu'il y a des tasks techniques, par exemple, que vous avez besoin de réaliser quoi qu'il arrive. Mais en général, partez du principe que c'est bien d'avoir fait vos MVT avant. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder le webinar. C'est le premier qu'on fait. On va se retrouver très bientôt. Voilà pour d'autres webinars, et ça recommence jeudi. Et jeudi, je pense qu'on a un webinar. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne fin de journée en France. Et on se parle très vite jeudi.